Je vais demander maintenant à Laurent Champanet, donc directeur général de l'école, de venir nous présenter. Donc, c'est la stratégie que tu vas nous présenter. Oui, je vais expliquer. Voilà. Merci. Bon, bonjour à tous, merci de m'accueillir ce matin. Effectivement, je vais vous parler des stratégies de l'établissement et avec un petit focus sur l'international. Et puis, je vous préviens, je suis venu aussi pour faire un peu polémique sur la fin de mon discours. J'ai prévenu ma femme que si je n'étais pas rentré à 14 h, il fallait envoyer la police. Alors, deux éléments d'abord. C'est toi qui change. Ok. Sur des questions d'identité, sur les questions de positionnement de l'établissement, on a travaillé avec le conseil d'administration en particulier en décembre 2018 sur quel était cet établissement, à quoi il servait, qu'est-ce qu'il voulait faire. On a rappelé que comme on l'avait été créé à la fin du XVIIIe siècle, on était avant tout un acteur socio-économique au service des territoires et des entreprises. Un acteur économique qui ne fait pas n'importe quoi, qui fait d'abord de la formation et de la recherche, mais qui n'est pas une université, c'est-à-dire qui n'est pas dans la transmission et l'enrichissement des savoirs, qui est sur l'accompagnement des entreprises. Et aujourd'hui, accompagner les entreprises, ça ne peut pas se faire sans les territoires, et on est toujours dans un triptyque territoire, industrie, création de compétences. Deuxième point, un positionnement thématique qu'on a résumé sous l'appellation interaction homme, digital, industrie. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on forme d'abord des femmes et des hommes qui, dans l'industrie du futur, vont être des leaders, vont prendre des décisions, vont donner des réponses techniques. Pour cela, ils vont s'appuyer sur des informations qui sont toutes numériques, c'est l'ère du digital. Certaines viennent de la simulation, certaines viennent des modèles, d'autres viennent du réel via de la digitalisation, mais elles sont toutes numériques. Et les réponses qu'ils vont apporter via ces données sont des réponses qui sont pertinentes, qui seront pertinentes parce que ce sont des gens qui connaissent l'industrie, qui connaissent ces modèles, qui connaissent sa réalité, parce que dans la formation, parce que les arts, c'est les sciences, les métiers, c'est les technologies, et dans la formation qu'on leur apporte, on leur montre les modèles, on leur montre la réalité technologique de l'industrie. Je prends un exemple. J'étais lundi soir avec un regroupement de patrons de PME au sein de l'Alliance pour l'industrie du futur qui disait pour la montée en compétences de nos entreprises sur les problématiques Industrie 4.0, on en a marre d'être accompagnés par des consultants qui ne connaissent pas nos métiers et qui nous apportent des réponses qui sont des solutions toutes faites sans connaissance de nos métiers. Voilà. Et il y a une forte attente envers nous sur accompagner ces entreprises-là. Et puis, dernier point, quelles promesses sont faites à la fois aux jeunes, à la fois aux entreprises, à la fois aux territoires? On fait la promesse d'être un accélérateur de talent au service de l'industrie du futur. C'est-à-dire qu'on va former les gens qui seront les leaders de l'industrie, ceux qui vont la faire bouger. Et on veut travailler sur le message envers les jeunes qui est: vous êtes jeunes, vous avez des attentes envers les problématiques de climat, les problématiques de société. Ce n'est pas en devenant des financiers que vous allez faire bouger le système, c'est en devenant des gens qui apportent des réponses technologiques. Parce qu'il va falloir continuer à loger la population, à la nourrir, à la déplacer. Et si on ne change pas les solutions techniques, on ne changera pas la société. Voilà. Deuxième élément, notre stratégie, en particulier sur les 5 ans qui viennent. Donc ça, c'était une note stratégique qui avait été adoptée par le conseil d'administration au mois de septembre 2017. 3 axes. On va retrouver les éléments que j'ai nommés jusqu'à maintenant. Être un acteur de l'aménagement du territoire. Je prends un seul exemple. On était hier dans un territoire qui s'appelle le Grand Chalon, à Chalon-sur-Saône. Il y a quand même des grosses difficultés dans cette région-là. Et j'étais avec l'administrateur général du CNAM pour monter une filière de formation qui commence par une licence du CNAM en informatique et puis après par nos formations de master, d'ingénieur, de doctorat autour des problématiques de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Et on était avec le président du Grand Chalon qui, lui, nous amène des patrons de PME qui veulent monter en compétences sur ces sujets-là. Deuxième axe stratégique, contribuer à la compétitivité et à l'innovation industrielle en France et à l'étranger.
Et puis le troisième, incarner, même c'est un peu plus large, construire et incarner une culture industrie du futur qui est à la fois donner à nos jeunes une culture industrie du futur, mais aussi nous-mêmes en tant qu'établissement, en tant qu'entreprise, monter en compétences. On a du chemin à faire sur les questions de digitalisation de nos pratiques en particulier. Sur ces axes-là, quand on parle de ça, à l'extérieur, auprès du ministère de l'Industrie, auprès des entreprises, au sein de l'Alliance pour l'Industrie du Futur, tout le monde comprend ce qu'on veut faire. On se rend compte que sur le chemin qui mène des écoles vers les entreprises industrielles, on est tout seul. On était à l'usine extraordinaire avec certains d'entre vous. On était la seule école. On était ensemble à Global Industries. On était la seule école. On est tout seul. Aujourd'hui, l'État, et en particulier notre ministère de tutelle, soutient les grandes universités de recherche de rang mondial. C'est très bien, mais elles ne s'intéressent pas à des gens comme nous qui nous intéressons à l'industrie. Donc on a décidé de s'inscrire dans le mouvement qu'on appelle aujourd'hui le mouvement de la French Fab, qui est le mouvement soutenu par la Direction Générale des Entreprises et par la BPI, le mouvement de fierté industrielle de la France. Le coq bleu que vous voyez là, il a été calqué sur le coq rouge de la French Tech, pour dire à la France industrielle, soyez fiers de ce que vous faites, c'est vous qui nourrissez la société, montons en compétences ensemble et soyons fiers de ce que sait faire la France d'un point de vue industriel, en France et à l'international. On s'inscrit dans les problématiques de territoire d'industrie, comment aller accompagner des territoires un petit peu isolés, le cas du Grand Chalon en est un. Et puis bien sûr, on s'inscrit toujours dans tous les dispositifs d'accompagnement de la montée en compétences de la France via l'Alliance pour l'Industrie du Futur. On est compris sur ces sujets-là et il y a de plus en plus de monde qui se tourne vers nous, je vais y revenir. La suivante. Alors, sur la question de l'international, on a décidé de travailler à l'amélioration de la visibilité et de l'expansion à l'international de l'établissement. Aujourd'hui, on a 4 projets enfin 3 projets qui sont lancés et puis un 4e qui est en cours de travail. La création d'un institut franco-allemand pour l'industrie future avec notre partenaire KIT, donc le travail sur des programmes de recherche communs à destination d'entreprises françaises, allemandes ou franco-allemandes, et accompagnant de la formation ou accompagné de formation, et éventuellement dans un objectif de construire un diplôme franco-allemand-anglais d'ingénieur pour l'Europe, en particulier à destination des pays d'Europe de l'Est. Un travail avec une université américaine au Texas, Texas A&M, qui vient s'installer chez nous à Aix-en-Provence pour y faire de la formation, pour y amener des jeunes Américains en formation, et une volonté pour nous de faire l'inverse dans quelques années, d'aller s'installer au Texas et d'y faire de la formation pour nos étudiants là-bas, puis de faire des cohortes groupées. 3e projet, le conseil d'administration a voté la semaine dernière l'ouverture d'un campus arts et métiers au Maroc, au nord de Casablanca, dans l'objectif d'augmenter les flux formés. Aujourd'hui, il faut bien que vous compreniez que, compte tenu de notre modèle de financement établissement public, il est impossible pour nous d'augmenter nos effectifs étudiants en France. L'État ne nous soutiendra pas pour ça. Là, on travaille avec l'État. Le projet est intégralement financé par le ministère de l'Industrie marocain, le terrain, le bâtiment et l'équilibrage du modèle économique pendant 10 ans, pour commencer. Après, on travaille ensemble sur la question d'aller améliorer nos relations avec la Chine. Ça fait longtemps qu'on fait des doubles diplômes avec la Chine. Donc là, l'objectif, c'est de créer un institut franco-chinois pour l'industrie du futur en s'appuyant sur les relations anciennes qu'on a avec la Chine. Et puis, on se pose des questions sur l'Amérique du Sud. Il y a un fort attrait, des échanges assez équilibrés avec l'Amérique du Sud. Et idem pour l'Asie du Sud-Est. Je mange lundi soir avec le ministre de l'Éducation de Malaisie. Après, on a travaillé à la visibilité de l'établissement et on apparaît aujourd'hui dans 4 classements internationaux. Le premier qui est le classement de Shanghai, le classement thématique dans la partie Mechanical Engineering. Le deuxième qui est le classement Times Higher Education sur la partie employabilité de nos étudiants. Et le troisième, qui est en fait 2 classements thématiques, un classement qui s'appelle QS, sur la partie Engineering, Mechanical, Aeronautical and Manufacturing, et puis sur la partie Material Science. Donc on voit que le fait qu'on apparaisse maintenant dans des classements internationaux change le regard de nos partenaires à l'international. On a noué, pour faire tout ça, un certain nombre de partenariats stratégiques. Bon, j'ai déjà parlé de l'Alliance pour l'Industrie du Futur.
Sur les questions de French Fab, on a la BPI au téléphone quasiment tous les jours. J'étais avec les jeunes aujourd'hui pour essayer de les embarquer dans un programme qui s'appelle le French Fab Tour, que certains d'entre vous ont peut-être vu passer, en particulier le French Fab Tour de l'été, où il s'agit d'aller montrer l'industrie française à des jeunes sur les plages pendant l'été. Et ils ont besoin de nous pour justement parler, que nos élèves parlent aux jeunes. Des grosses attentes. Bon, on a des laboratoires qui sont connectés au CNRS. J'ai la joie de vous annoncer qu'on a un de nos professeurs qui va être médaille d'argent du CNRS cette année. Donc ça veut dire que notre recherche est visible. Si on est dans des classements internationaux, c'est parce que notre recherche est visible depuis l'international. Et puis des partenaires un petit peu historiques qui ont les mêmes ambitions que nous pour l'industrie française. La Fédération des instruments mécaniques, le CETIM, l'UEMM, le CEATEC, et puis Dassault Systèmes. On est devenu, depuis le 1er janvier 2019, le plus gros partenaire académique au monde de Dassault Systèmes. Aujourd'hui, tous nos étudiants sont équipés d'une licence 3D Expérience, qui sont une licence personnelle. Voilà pour ça. Et puis, dernier point, on participe à la promotion de l'industrie. J'en ai parlé déjà. La présence sur l'usine extraordinaire, l'expérience usine extraordinaire va continuer avec la prochaine étape à Marseille, et puis la volonté de faire 1 an sur 2 en province à Paris. Et on a déjà dit qu'on serait présent avec nos étudiants, comme on l'a fait cette année. Le French Fab Tour, j'en ai parlé. Global Industrie, on y était ensemble. Et le Laval Virtual, qui est le grand salon européen de la réalité virtuelle, qui était un salon de jeux vidéo, je dirais, et qui est devenu maintenant un grand salon industriel, et avec une forte présence de l'établissement à travers notre équipe de Laval, mais aussi maintenant avec des équipes d'ailleurs. Voilà. Donc, pour tout ça, ce que je constate, c'est qu'il y a une très très forte attente envers nous. On nous dit, vous devez être l'école de la French Fab, vous êtes les mieux placés pour accompagner la montée en compétences de l'industrie. On est somme toute une école qui n'est pas très très grosse, hein, mais la pression de l'attente des autres est de plus en plus forte. Alors on peut passer à la planche d'après, où je commence la partie polémique. Notre école a rendez-vous avec l'histoire industrielle de la France. Il y a une volonté, il y a une convergence de tout le monde. Les ministères de tutelle, même s'ils n'ont pas d'argent, mais ils arrivent quand même à bouger des gens. Vous avez peut-être vu une petite vidéo qui a été tournée par un de nos chargés de com, où la secrétaire d'État à l'industrie dit « Vous les Gazards, on a besoin de vous pour le renouveau industriel français ». Je peux vous garantir, si vous pouvez avancer d'un cran, que l'école sera au rendez-vous, et vous l'avez vu, je dis avec ou sans vous. Parce que vous concernant, vous les alumni, je suis inquiet. Pourquoi est-ce que je suis inquiet? Parce que, on peut passer la planche d'après, je me demande ce que vous faites. J'observe, plus ou moins à distance, mais comme je suis au conseil d'administration de l'ASSOS, pas fortement à distance, des guéguerres internes, des engueulades, parfois en interne, parfois sur les réseaux sociaux, sur des sujets qui me paraissent futiles, soit nommément, soit à travers des pseudos où des gens sont cachés, des gens qui s'attaquent ouvertement les uns des autres. Très franchement, aujourd'hui, les alumni, ça me fait penser au village d'Astérix et Obélix, des grandes valeurs, des fortes personnalités, mais parfois un peu cachées derrière une palissade. Et surtout, je vous rappelle que le village d'Astérix, sur le dessin, sur la première page des albums, il faut une loupe pour le voir. D'accord ? Et aujourd'hui, c'est vraiment l'image que ça me donne. Alors, j'aimerais clarifier quelques points qui sont problématiques pour l'école. Non, les alumni ne financent pas l'école. D'accord ? Les alumni, effectivement, soutiennent les étudiants, en particulier via les résidences, en particulier via la mobilité internationale, et c'est fondamental. Mais la SOS ne donne pas d'argent à l'école. La Fondation finance là aussi les élèves, mais ne donne pas d'argent à l'école. Les alumni n'achètent pas d'actions de formation continue à l'école. Les alumni n'achètent pas d'actions de recherche partenariale à notre filiale. J'ai encore demandé à Christian Boyau récemment.
Les alumni donnent peu d'argent à la fondation et au fonds qui est hébergé par l'école. Aujourd'hui, je pèse mes mots, il est plus simple de signer une convention avec une entreprise dans laquelle le patron n'est pas un gazard que si le patron est un gazard. C'est vraiment plus simple. Je me demande ce que fait la fondation. J'ai déjà écrit, alors c'est dommage que, je suis désolé de dire ça alors que Roger est absent. La fondation est en opposition avec les projets stratégiques de l'établissement et plus dans l'ingérence que dans le pilotage des actions de mécénat. On est sur les territoires, on voit très peu de gazards. J'étais hier à Châlons, il n'y avait pas de gazards, il y avait un patron d'entreprise qui me disait on ne voit pas les gazards. Alors ça m'amène à vous dire que j'ai pas prévu après de répondre à des questions sur ce que fait l'école ou ce que ne fait pas l'école, parce que je réponds aux questions aux gens qui financent l'établissement, l'État, les gens qui achètent des services à l'établissement, les administrateurs. Il y a 16 ou 17 gazards dans le conseil d'administration qui en compte 30. Hein. Je vais répéter la phrase parce que vous vous êtes battus pour ça. Il y a 16 ou 17 gazards dans un conseil d'administration qui en compte 30. Et le président, il est là, c'est un gazard. Donc, j'ai pas non plus besoin forcément de vous pour communiquer vers les alumni. J'ai découvert en étant administrateur de l'école, de la SOS, qu'il y a 15 000 adhérents à la SOS. On parle toujours de 34 000, 38 000 gazards. Où sont les autres? Aujourd'hui, sur le compte LinkedIn de l'école, il y a 60 000 abonnés, dont 44 000 alumni. Donc je peux communiquer vers les alumni de l'école sans passer par la SOS. Mais tout ça, ça me paraît anormal. Alors ce dont je veux qu'on discute après, c'est qu'est-ce que vous faites, comment vous faites. Je ne viens pas faire la mendicité, je ne vous demande pas de donner de l'argent à l'école, je vous demande de rassembler la communauté. Alors j'ai compris que vous avez renommé un bureau. Je suis très content du travail qu'on peut faire avec le bureau, parce qu'effectivement le bureau n'est pas dans, comme malheureusement je le rencontre trop souvent, dans des échanges où les contacts avec les gazards, c'est tout de suite des questions, que fait l'école, pourquoi, faut pas faire ça. J'ai demandé à mes directeurs de ne plus répondre à ces questions-là, et je peux vous garantir qu'avec le bureau qui est là, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ce que j'attends de vous et d'eux, c'est que vous formiez une communauté soudée. Jean-Marie l'a rappelé. J'ai besoin que vous rassembliez les leaders industriels français. Je prends un exemple que je prends souvent. J'étais en classe préparatoire à Angers. J'aurais pu intégrer la promotion Angers 88. Eh ben, j'ai un certain nombre de camarades de prépa de l'époque qui sont directeurs industriels ou directeurs innovation de grands groupes français. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là aujourd'hui, ils ne sont pas adhérents à la SOS. C'est anormal. C'est ces gens-là dont on a besoin pour le projet de l'école qui est d'accompagner l'industrie française, d'accompagner la fierté industrielle de la French Fab. Et j'ai besoin que ces gens-là, ils achètent à l'école des services, ils achètent de la formation continue, ils achètent de la montée en compétences via la recherche partenariale. J'ai dit l'école sera au rendez-vous, il y a quelques difficultés, elle a quelques boulets aux pieds. Un de ces boulets, c'est son patrimoine immobilier. On a fait l'état des lieux dans le cadre de notre SPSI. Le patrimoine immobilier de l'école, il vaut aujourd'hui 250 millions d'euros, 244 millions d'euros. Mais pour le mettre en sécurité, il faudrait dépenser 150 millions d'euros. Alors je pense que n'importe quel mère de famille, si sa maison vaut 1 million d'euros et puis il faut en dépenser 550 pour la mettre en sécurité, elle va plutôt chercher à la vendre que la mettre en sécurité. Aujourd'hui, ce patrimoine immobilier, c'est qu'en plus c'est notre richesse, c'est ça ce qui nous connecte au territoire, c'est ça ce qui nous connecte à l'industrie. Donc on doit avancer sur ce sujet-là. Et puis j'ai des profs qui ne sont pas forcément tellement assurés. C'est-à-dire quand je vous dis venez m'acheter de la formation continue, venez m'acheter de la recherche partenariale, c'est aussi pour que les profs en question, pour répondre à vos attentes, ils montent en compétences et donc du coup ils enrichissent leur matériel pédagogique et leurs enseignements et l'enseignement qu'ils vont faire à nos jeunes. Alors je termine là. La question, le débat que je vais avoir avec vous, c'est qu'est-ce que vous faites, comment vous faites pour accompagner l'école dans cette direction-là et comment vous faites pour rassembler la communauté, faire venir les gens qui sont des décideurs et qui ne sont pas dans la salle aujourd'hui, qui ne sont pas à la SOS aujourd'hui. Je répète, l'école veut former les futurs leaders industriels de la French Fab.
Et pour ça, on a besoin que vous soyez avec nous, autour de nous. Je vous remercie. Bonjour, alors Pierre Tarissi, ex-70. Bon, je suis content d'entendre Laurent, en fait, parce que là, il dit quelque chose qui me paraît important. Nous sommes 30 000 et nous sommes la plus grosse association d'ingénieurs d'Europe. Si nous nous y mettons tous ensemble, nous sommes capables, dans les prochaines années, d'amener chaque année des dizaines de millions d'euros à l'école. Pour l'instant, ce n'est pas ça du tout. Et la question, c'est comment on fait pour s'organiser de façon à ce que ça devienne ça. Parce que c'est le job d'une association d'alumni, c'est notre job. Et on est a priori en France les meilleurs et les plus performants pour y arriver. Alors comment on fait pour s'organiser? Évidemment, ce n'est pas effectivement en traitant ceux qui soulèvent ces sujets sur les réseaux sociaux d'abrutis qu'on va y arriver. Mais concrètement, et là Laurent, il doit reconnaître quelque part mon discours, puisqu'il lui arrive de lire mes messages et d'y répondre. Donc moi j'insiste profondément, comment on fait pour se rassembler, pour rassembler ceux qui parmi nous ont les patrimoines et ont les réseaux intéressants, de façon à ce qu'ils financent l'école par des dons, mais par des contrats de recherche, par des achats de formation, par tout un tas de choses qu'à 30 000, nous devons arriver à faire. Bon, il est tout à fait certain qu'à 30 000, si chacun d'entre nous met 10 000 euros, disons, dans sa vie sur l'école, on va arriver à avoir des résultats qui seront sans commune mesure avec ce qu'on a aujourd'hui, sachant que l'école a des budgets qui lui sont fixés par l'État, lequel État est de moins en moins capable d'alimenter ses budgets. Donc on s'y met tous ensemble, on s'organise, on marche en avant et on fait ce qu'il faut pour financer notre école. C'est la clé du 21e siècle et c'est ça qui fera que dans 100 ans, il y aura toujours des gazards. Non, je voudrais appuyer quand même ce que dit Pierre par rapport, parce que je suis en phase avec ce que dit Pierre, parce qu'effectivement on se targue et on est la plus grosse association d'alumni, d'écoles d'ingénieurs en France et en Europe. Mais ça, c'est le nombre. Ensuite, derrière, il faut qu'effectivement, on arrive à se mobiliser et à mobiliser nos troupes pour qu'on aide l'école dans ces... dont tout à l'heure, tu parlais par exemple de l'immobilier. Toi, quand tu dis 150 millions, je pense que ça, c'est la fourchette basse, à mon avis. Moi, je mettrais 100 millions de plus. Mais... je pense qu'on a un vrai défi. Si on ne fait rien, mais dans les 10 ans à venir, on sera face à un vrai mur. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fera par rapport à ça? Alors c'est vrai que dans cette assemblée, on peut considérer qu'on est plutôt des anciens combattants, mais par contre, c'est à nous de trouver ceux qui peuvent effectivement aider l'école. Je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui pourraient le faire. Mais il ne s'agit pas d'aider l'école. Enfin, quand je dis acheter des choses, c'est il faut acheter des choses qui sont utiles à vos entreprises. C'est ça, oui, c'est ça l'idée. Hein, non, mais quand je dis aider l'école, c'est pas pour faire des chèques. Philippe Langlard, Ligue 89. Il y a une question de longue date qui était posée à certains moments. C'est la question du rattachement au ministère. Et est-ce que c'est une question qui est toujours discutée? Et est-ce que le ministère de l'Éducation nationale est le meilleur choix pour les arts métiers? Alors, bon, déjà, ce n'est pas l'éducation nationale, c'est l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Oui. La question m'a été posée par les jeunes juste avant. Bon, il n'y a pas d'argent dans l'État, que ce soit dans un ministère ou dans un autre. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est de pouvoir discuter avec le ministère de l'Industrie. Voilà. Je discute avec le ministère de l'Industrie. On est connecté à la DGE, je vous ai dit, la secrétaire d'État à l'Industrie a dit « on a besoin de vous ». Et la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation nous a déjà dit l'année dernière « on a besoin que vous continuiez à former des GATSA ». Donc la problématique n'est pas de savoir à qui je suis rattaché. De toute façon, maintenant, tout établissement d'enseignement supérieur est plus ou moins rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. C'est une obligation. Aujourd'hui, tous les modèles de financement sont des financements sur appel à projet. Et on peut répondre quel que soit le ministère. Voilà. Ce qu'on nous dit,
c'est que là, aujourd'hui, on est en négociation, enfin, négociation entre guillemets, avec notre ministère de tutelle sur notre contrat. Donc on fonctionne par contrat de 5 ans. Là, on est sur un contrat 2019-2023. On nous dit, ne nous demandez pas d'argent. Ce contrat qui s'appelait Objectifs et Moyens, il s'appelle maintenant Objectifs et Performance. Voilà. Donc ce dont j'ai besoin, c'est d'être en capacité de répondre à des appels à projets publics. On le répond déjà beaucoup sur la recherche. Le problème, c'est que ces appels à projets, c'est souvent des modèles, quand ça vient de l'État, c'est souvent des modèles de financement où on me finance une fois que j'ai réalisé l'action. Donc il me faut des capacités d'investissement. C'est pour ça que j'ai besoin qu'il y ait de l'argent qui rentre sur la base de ce que je sais vendre. Je n'ai pas de capacité d'investissement. Aujourd'hui, ma seule richesse, c'est mes personnels, le savoir-faire de l'établissement, ses plateaux techniques. C'est ça ce qu'on a à vendre. Donc il faut qu'on vende ça pour avoir des capacités d'investissement, et puis pour avoir des choses à répondre sur des appels à projets. Après le rattachement au ministère, il n'y a pas de difficulté. Et puis en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère qu'on a actuellement, il n'est pas tellement exigeant. Le discours de la ministre, c'est « dites-moi ce que vous voulez faire, j'essaierai de vous accompagner ». Le ministère de l'Industrie est beaucoup plus exigeant. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est dans une bonne solution. Ce que je demande à ma ministre, je ne lui demande pas d'argent parce qu'il n'y en a pas, je lui demande des marges de manœuvre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est que quand on dépense de l'argent public, on est extrêmement contrôlé. La Cour des comptes va venir dans l'établissement à la fin de l'année, ça fait 10 ans qu'elle n'est pas venue, ça va être une perte de temps énorme pour générer de la politique, de la polémique interne. La Cour des comptes, elle ne va pas venir me parler à moi, elle va venir me parler aux syndicats de l'école pour savoir où est-ce qu'on gaspille de l'argent, et ainsi de suite. Voilà. Donc tout dépend. Aujourd'hui, je sais qu'il y a pas mal de personnel de l'école qui s'épanchent dès qu'ils ont un malheur vers des gazards. Aujourd'hui, pour dépenser 1 euro d'argent public, il faut que je fasse de la mise en concurrence. Il faut, à minima, que je sois allé chercher le prix sur 3 fournisseurs différents, dès le premier euro. Ça s'appelle la mise en concurrence au premier euro. Donc moins j'ai d'argent public, mieux je me porte, je dirais. Voilà. Mais par contre, pour privatiser l'établissement, il faut trouver quelqu'un qui achète 250 millions d'euros de bâtiments, qui injecte 150 millions d'euros et qui injecte après 70 millions d'euros tous les ans pour le faire tourner. C'est bien qu'on soit public encore. Oui, Jean Fournier, pour les groupes professionnels. Laurent, est-ce que tu as parlé des prestations? Bon, nous, on a en tête les prestations techniques, hein, la recherche ou le transfert de techno. Est-ce que tu pourrais nous parler des prestations que l'établissement peut donner peut proposer en termes d'accompagnement des entreprises sur les formations, avec les différentes palettes qui peuvent être proposées par l'école? Aujourd'hui, dans le cadre justement d'un de ces appels à projets qui s'appelle Factory Lab, on développe des modules de formation à destination des entreprises sur les briques technologiques industrie du futur qui sont définies par l'Alliance Industrie du futur, la fabrication additive, le jumeau numérique, la continuité de la chaîne numérique, ainsi de suite. Voilà. C'est des modules de formation qui sont validés par des panels d'industriels. C'est-à-dire qu'on les joue 2 fois devant on les joue une première fois devant un panel qui font un retour et on les rejoue une fois. Pourquoi? Parce que nos profs, par défaut, ils vont tout de suite commencer dans des problèmes très techniques, alors qu'un patron d'entreprise, il veut d'abord savoir quel va être le gain de telle technologie. Donc c'est comme ça qu'on les travaille. Donc on commence à avoir un jeu de formation comme ça, dont beaucoup d'entreprises ont besoin, qui peuvent se décliner après par des formations plus techniques, éventuellement de l'accompagnement de la filiale pour faire du transfert de technologie. Mais à minima sur ces sujets-là, aujourd'hui, j'ai quelques profs qui savent les jouer. J'ai besoin de former des profs partout pour ça. Mais si je ne peux pas leur promettre qu'il va y avoir de la formation derrière, qu'il va y avoir un marché derrière, ils ne vont jamais faire l'investissement de se former à jouer ça. C'est là que j'ai besoin des alumni, c'est qu'éventuellement, pour faire une première vague de formation et promettre à mes profs que l'investissement qu'ils auront fait, il va être valorisé derrière. Et ces modules-là, on travaille avec la BPI qui a des systèmes d'accélération d'entreprises qui sont simplement ce qu'ils appellent l'accélération. Hein. C'est aider des petites entreprises à monter en compétence sur des sujets autour des problématiques Industrie 4.0. Donc on essaye de s'inscrire dans ces sujets-là. Et puis, ce qu'on fait avec Territoire d'Industrie, c'est la même chose. Voilà. Donc à chaque fois, on essaye de monter sur cette compétence-là. On se positionne sur les questions d'intelligence artificielle pour l'entreprise.
Donc on a une certaine crédibilité sur ces sujets-là. Voilà. Mais il s'agit d'amorcer la pompe. Ma plus grande peur aujourd'hui, c'est qu'il y a une attente énorme et que c'est difficile d'avoir du répondant en face parce que pour un prof qui a fait de la formation initiale devant des étudiants plus ou moins endormis toute sa vie, aller se dire maintenant je vais aller faire monter en compétence des entreprises en formant leur patron, il y a un petit step qu'il faut les aider à le passer. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes favorable à demander au gouvernement la co-tutelle du ministère de l'Industrie que nous n'avons pas actuellement? J'ai déjà répondu à la question, ça ne sert à rien. Voilà. Je peux travailler avec le ministère de l'Industrie quand je veux. Voilà. Je n'aurai pas d'argent du ministère de l'Industrie. Et vous remarquerez que les écoles qui dépendent du ministère de l'Industrie, déjà on ne sait pas trop qui elles sont et la plupart ont déjà très très fortement augmenté leur droit de scolarité. De toute façon, on ne peut rien attendre de l'État. L'État, il est en guenille et il n'a pas de fonds. Actuellement, le principal souci de l'État, c'est de faire fonctionner le modèle social. Il consomme 32% du PIB et il est complètement à la ramasse pour ce qui est recherche et innovation, qui stagne depuis des décennies et qui sont plutôt en baisse. Et l'école est tout à fait dans ce cas-là. Dans ces conditions, la seule façon qu'on a d'arriver à aider l'école, c'est nous, de se prendre en main nous-mêmes et de financer par nos propres moyens en utilisant tous nos camarades qui sont décideurs dans l'industrie et en aiguillant, disons, leurs investissements vers l'école. C'est la seule solution pertinente. Jean-Louis Bitouzé, ancien président de la SOS et ancien membre du conseil d'administration de l'école. Tu nous as adressé un certain nombre de questions qui méritent réponse. Je pense que la SOS donnera la réponse. Il y a un peu plus d'un an, tu avais annoncé la création d'un think tank au cours d'une réunion publique très intéressante autour d'Yves Mallier. J'avais compris, moi, qu'une des missions de ce think tank, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, que c'était un groupe de travail commun, d'après ce que j'avais compris, entre l'école, la société et un certain nombre de personnes indépendantes. Alors, tu n'as pas du tout évoqué ce think tank. Je dois dire que Jean-Marie et les différents intervenants de la SOS ne l'ont pas fait non plus. Moi, j'avais mis beaucoup d'espoir en tant que très ancien dans la réflexion qui sortirait de cette réunion tripartite en quelque sorte. Alors aujourd'hui, est-ce que d'abord c'est un élément qui pourrait permettre de répondre aux questions fondamentales que tu as posées, et peux-tu nous dire où on en est, où vous en êtes, les trois parties, sur l'avancement de ce projet qui, à mon avis, répondra à beaucoup des questions? Alors, le think tank qui tourne, j'ai pas tout le détail, il y a déjà une première étude qui a été faite. Moi, j'essaye de faire en sorte qu'on sorte de la satanée habitude de dire le think tank, il est là pour aider l'école. Non, le think tank, il est là pour que la communauté arts et métiers ait des choses à dire à la société. Là, il y a un premier travail qui a été fait sur la notion de technologie, je pense que tu peux en parler, qui, en passant, nous donne des idées en termes d'identité, mais ce n'est pas l'objectif premier. Alors Jean-Marie et Corentin, tout à l'heure, ont évoqué rapidement le think tank, effectivement. Donc le think tank, il a bien été lancé, hein. Il est actuellement en ligne. Il y a déjà 2 réflexions qui ont été lancées, une qui arrive quasiment à son terme sur les associations de la technologie, et une seconde qui est en train de démarrer. Le groupe vient d'être constitué il y a quelques semaines. Il est présidé maintenant par Pierre Ménard, donc, qui est un Sciences Po Paris, qui est l'ancien président des alumni de Sciences Po et qui a été aussi pendant de nombreuses années président de Rio Tinto France, donc quelqu'un qui est une personnalité de premier ordre dans le monde de l'industrie, mais heureusement pour nous qui n'est pas membre de notre communauté directement, donc qui apporte un éclairage extérieur. Et ces réflexions ont bien été lancées avec l'école, avec donc des gazards, des membres de la communauté, certains d'entre vous, et également des personnalités extérieures quand c'est nécessaire. Donc ça a démarré avec, comme ça a été indiqué initialement, 2 objectifs. Un, de pouvoir s'exprimer sur des sujets sur lesquels on doit gagner, reprendre en tout cas le leadership, c'est-à-dire en tout cas tout ce qui concerne la technologie et l'industrie. Et 2, pouvoir donner des inputs à l'école pour l'aider à enrichir
les éléments qui permettent de définir sa stratégie et de la faire évoluer dans le temps. Voilà, donc ça c'est bien lancé. Ça démarre effectivement. On attend d'avoir les premiers résultats concrets pour pouvoir les publier et communiquer plus largement sur le think tank et ses réalisations. Et d'ailleurs, je saluerai Jacques Bouhelier, que je voyais tout à l'heure, qui anime avec beaucoup de détermination le think tank et qui permet de le faire avancer. Pardonnez-moi, vous m'entendez là? Oui. Est-ce que je peux poser une question polémique? Mais que fait l'école? J'ai à plusieurs reprises ces derniers mois essayé d'avoir des interlocuteurs à Cluny, parce que je suis lyonnais, sur des projets industriels très précis. J'ai zéro retour aux réceptions de la part des personnes, enseignants notamment, que j'ai contactés. Ils sont effectivement, il y a un step à provoquer, parce qu'ils ne sont pas tous réceptifs au fait de faire autre chose que de faire cours devant des élèves endormis. Deuxième point, il y a la question du ranking qui, moi, m'inquiète beaucoup. Quand je vois ce qui paraît dans la presse française, je me réjouis qu'on ait du ranking international, c'est très bien, mais on est maltraité par la presse étudiante française. Alors, je ne sais pas si c'est justifié ou pas. Moi, je ne considère pas ça justifié, mais je considère qu'on est un établissement qui cherche à faire autre chose que ce que fait le système universitaire lambda. Voilà. Bon. Après, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour bien analyser une entreprise, il faut connaître son métier. Pour bien analyser l'enseignement supérieur, il faut connaître son métier. Quand c'est des gens qui ne connaissent pas l'enseignement supérieur, ils disent n'importe quoi. Donc ils font des classements sur la base en mettant des poids sur des informations non fiables. Et donc du coup, ça donne n'importe quoi. Mais ce n'est pas à moi de leur dire, c'est à vous. Écrivez, chacun d'entre vous, écrivez à l'usine nouvelle en disant « Moi, industriel, les critères que vous prenez ne me conviennent pas. » Voilà. J'ai déjà fait ma part de réaction, mais je suis pas légitime. Si je dis je ne suis pas d'accord avec ce que fait l'usine nouvelle, on va me dire « Ouais, bah, t'es mal classé, alors t'es pas content. » Non, je peux pas. Ce que j'ai dit pour l'instant, c'est que les informations, les données, c'est nous qui les avons, les données de notre activité. C'est nous qui les collectons. Ça nous coûte très cher de les collecter. Il y a Xavier Dufresne, là-bas, au fond de la salle, qui est directeur de la formation initiale. Il en collecte la majeure partie. Il pourra vous le dire. Ces informations, on a l'obligation, parce que le label qualité de l'enseignement supérieur nous oblige à les diffuser. À la CTI, par exemple, qui la donne à des journalistes. Ce que je demande à la CTI, c'est qu'elle exige qu'il y ait un comité scientifique et d'éthique chez ces gens-là qui surveillent leur travail. C'est tout ce que je peux faire. Donc j'ai fait ma part du travail, mais faites la vôtre. Écrivez, dites-nous si ce classement, et c'est bien ce il correspond à vos attentes d'industriel. Le critère le plus mis en avant, c'est le salaire en sortie. Est-ce qu'un industriel, il veut payer un ingénieur le plus cher possible? Je ne crois pas. Tu me connais, je suis le trésorier de la SOS. Tu as évoqué CEATEC tout à l'heure et j'ai eu la chance d'y travailler, d'œuvrer avec d'autres camarades au partenariat entre CEATEC et l'école à l'époque. Une des caractéristiques de CEATEC, quand j'y étais, c'était l'appui très fort en régie. Parce qu'on était établissement public de droit privé, l'État finançait 15% de subventions sur l'activité, donc il n'y avait aucun espoir de voir croître, plutôt décroître. Ça, c'était sûr, au moins. Et donc, la stratégie était une stratégie régionale. Et ça avait justifié d'ailleurs le partenariat entre l'école et CEATEC, puisque c'est une force de l'école que d'avoir des implantations régionales. Comment est-ce que tu penses qu'on peut aider l'école dans cette stratégie régionale? Notamment, je pense au patrimoine immobilier que tu as mentionné tout à l'heure. Quand j'étais à CEATEC, la subvention de l'État ne permettait pas d'investir dans les bâtiments, même pas dans la jouvence. Et en fait, les bâtiments étaient payés par les collectivités parce que c'était un outil de développement économique qui soutenait le tissu industriel régional. Les grands groupes,
dirais, nationaux ou internationaux ne les intéressaient pas, c'était les implantations, les ETI, les PME, les start-up et les implantations locales de grands groupes. Donc comment est-ce qu'on peut jouer une carte, notamment sur le patrimoine immobilier? Il ne s'agit pas de réparer les toitures, parce que ça n'intéresse pas une collectivité, mais de montrer l'impact économique régional et de porter des projets. Aujourd'hui, effectivement, il faut montrer que notre présence, elle a un impact économique. Donc il faut avoir des indicateurs économiques à donner. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit en capacité de répondre aux attentes industrielles. Et c'est là que je dis qu'on a besoin, pour ça, que vous soyez initiateur des premières activités. Après, oui, les régions soutiennent. S'il fallait que je me débarrasse de campus parce que j'arrive à peu les soutenir de manière immobilière, le premier que je garderais, c'est Châlons-en-Champagne. Parce que là, les collectivités financent. Châlons-en-Champagne, le bâtiment, il est super. D'accord ? Et je me débarrasserais de Paris, de Lille et d'Aix-en-Provence, parce que dans le paysage, on est moins visible. Et Angers, ça va tomber tout seul. Voilà. Bon. Mais après, on peut aussi faire venir de l'activité. Donc, on a fait venir des IRT dans nos campus, on a fait venir d'autres formations. Très clairement, si aujourd'hui, je voulais continuer à former, diplômer 1200 gazards par an sur un modèle de formation qui est celui qui nous est proposé par les classements français, je me concentrerais que sur 2 campus. Et je fermerai tous les ateliers, voilà, et je ferai de la formation où les étudiants sont plutôt à l'international et dans les entreprises. Ce n'est pas ce que je veux faire, ce n'est pas ce dont l'industrie a besoin. Il faut se dire que notre richesse, notre savoir-faire, c'est d'amener l'industrie à nos élèves sur les campus, donc il faut ces plateaux techniques, il faut mettre autour tous ceux qui les utilisent, tous ceux qui les enrichissent, qui les font vivre, de la formation, de la recherche, donc des partenaires type IRT, type CEATEC. C'est ma stratégie actuelle, c'est-à-dire je garde toutes les implantations, je garde les plateformes technologiques, mais j'amène des acteurs autour et je fais de la formation. L'aspect bâtiment, les collectivités financeront si on crée ces écosystèmes. Ma problématique, c'est que, je prends un exemple, vous savez qu'à Cluny, on est en train de refaire une partie de la résidence. C'est intégralement financé par les collectivités, c'est pas le problème. Mais là, l'État vient d'annoncer qu'il y avait 700 000 € qui ne seraient pas payés cette année, mais l'année prochaine. 700 000 €, c'est de la trésorerie qu'il faut que je trouve cette année. Je n'ai pas la solution encore aujourd'hui. Donc il faut que vous m'aidiez à générer de l'activité qui amène du cash dans l'établissement. C'est de ça dont j'ai besoin aujourd'hui. Il faut amener du cash. Et je répète, j'attends pas des dons, j'attends de l'achat d'activité. Et après, avec le CEATEC, on se complète. Ce que nous, on a à vendre, ce n'est pas dans la même dimension, même gamme de prix que ce que le CEATEC a à vendre. Mais on peut bien se combiner tous les deux pour se basculer les marchés. Voilà. Moi, c'est une remarque et une question. Jacques May, Chalon 69. La première, c'est qu'effectivement, on peut aider à travers les réseaux industriels que l'on connaît pour acheter, entre guillemets, des formations spécifiques à nos entreprises. Il y a un autre aspect qui me semble important et que vous n'avez pas évoqué, c'est on fait monter le niveau de formation, mais on peut aussi faire monter le niveau de recherche. Et ma question est, quel est le niveau de contrat, de collaboration ou MOU que vous avez avec des industriels pour pouvoir faire progresser le niveau de recherche des établissements? Notre niveau de recherche, il progresse constamment. D'abord parce qu'on a investi. Aujourd'hui, on a des financements qui sont en baisse de l'État. On ne recrute plus, on ne recrute que des enseignants-chercheurs. Donc nous, on a... Aujourd'hui, il y a à peu près 15 millions d'euros dans la filiale et dans l'établissement, parce qu'après, en fonction du type de contrat aidé, on le met dans la filiale, dans l'établissement. C'est variable d'une année sur l'autre, mais c'est à peu près 10 millions d'euros. Après, il faut bien voir qu'aujourd'hui, il y a des contrats sur lesquels on perd de l'argent. Donc
faut bien voir que les systèmes, tout ce qui est d'État, hein, en gros, on ne prête qu'aux riches, quoi. Donc il faut déjà dépenser beaucoup avant qu'on nous donne un peu d'argent. Hein. Voilà, donc, mais je dirais que les contrats avec les industriels, donc c'est essentiellement ce qu'il y a chez la filiale, c'est donc si j'enlève les contrats aidés, c'est une dizaine de millions d'euros par an, quoi. Voilà. Mais ça devrait être beaucoup plus compte tenu du fait de ce qu'on a à vendre. Voilà. Aujourd'hui, la filiale n'honore pas des contrats parce qu'il y a un manque de pilotes scientifiques derrière. Mais embaucher, c'est investir. Je n'ai pas de capacité d'investissement. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que embaucher un fonctionnaire aujourd'hui, c'est dangereux parce que quand je l'embauche pour 42 ans. Donc, okay. Non, mais c'est pas moi qui paye la retraite. Mais par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un statut, et on s'est beaucoup battu au sein du conseil d'administration, d'enseignants-chercheurs contractuels, dont le volume d'activités, la répartition des activités, formation, enseignement peut évoluer au cours des besoins, qu'ils soient en CDI ou qu'ils soient en CDD d'ailleurs. Donc si on a du cash, on a de quoi embaucher des enseignants-chercheurs. Voilà. Mais il faut d'abord qu'on ait du cash. Voilà. Aujourd'hui, la dotation de l'État, elle nous est versée, ce qui paye les salaires, hein, elle nous est versée par trimestre. Avant chaque versement, on est très très ric-rac. Hein, le dernier semestre de chaque trimestre, il est toujours, pour payer les salaires, il est toujours ric-rac. Parce qu'en termes de trésorerie, on est... Il est certain qu'on a besoin d'avoir un matelas de plusieurs millions d'euros, disons, qu'on puisse injecter à volonté dans l'école pour initialiser ce genre d'œuvre. Ouais, alors attention, parce que quand on a un matelas d'argent public, l'État le reprend. Voilà. Donc c'est pour ça que la stratégie, en fait, ça a été de filialiser la recherche partenariale, là en ce moment de filialiser la formation continue dans des structures privées. Voilà. Après, ça veut dire éventuellement payer des impôts, mais c'est pas très grave de payer des impôts. Je propose qu'on peut mettre une dernière question. Est-ce qu'un chercheur est un bon pédagogue? Je réponds pas à la question. Ça, c'est mon job à moi. C'est pas la question que vous avez à vous poser. C'est moi le spécialiste de l'enseignement supérieur. Ce que je vous demande, c'est achetez-leur des choses et ça ira. Une dernière question. Attends, dans le micro, ça sera la dernière, désolé. C'est un Bordeaux 74, donc j'ai la priorité. Oui, donc Dominique Quéron, Bordeaux 74, donc je suis ancien combattant, mais je combats encore, puisque je suis au cœur de l'écosystème avec les startups, notamment l'industrialisation des produits. Et je coach d'ailleurs depuis 2 ans à Usine IO et puis depuis 1 an à Station F chez AMA ou à côté. Et je donne aussi de la formation sur la conception et l'industrialisation des nouveaux produits. J'ai fait il y a 2 jours une présentation pour AMA sur l'industrialisation des nouveaux produits avec une quinzaine de startups. Et je m'aperçois que des startups, c'est un peu comme une poule devant un cure-dent. Lorsqu'ils ont une preuve de concept et qu'il faut industrialiser, ils ne savent pas. Donc il y a vraiment un créneau pour faire industrialiser des produits. Et je m'aperçois depuis 4 ans que les startups et même les PME parlaient du Made in China et maintenant de plus en plus du Made in France. Et moi je milite pour ça. Même j'ai des startups qui militent pour Made in leur région. Donc c'est encore plus restreint. Et je m'appuie pour ça sur également tout ce qui est annuaire de la sauce pour trouver, parce que je suis prescripteur de sous-traitants. Et donc je regarde avec l'annuaire de la sauce, je croise quel gazard, dans quel métier, dans quelle société. Et j'ai fait pas mal de recherches pour proposer des gazards et des sociétés de gazards pour des startups. Et je me pose la question aussi sur les services que peut rendre l'ENSAM. J'ai un manque de visibilité sur tous les services que peuvent proposer l'ENSAM, puisque je suis prescripteur aussi de services et de sociétés dans ce domaine. Alors, c'est vrai que pour une start-up, mais même pour n'importe qui, passer à l'industrialisation, c'est sans doute la partie la plus compliquée. La BPI a lancé un programme qui s'appelle Deep Tech pour justement aider les start-up à aller au cœur de leurs problématiques technologiques, dont celle-là. On essaye de s'inscrire en voulant s'inscrire comme des Deep Tech Factories, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait sur chacun de nos campus
un système de production qui permette effectivement d'aider ces startups à faire leur première industrialisation et leur première production. Voilà. Mais ça veut dire transformer nos plateaux techniques, éventuellement en jeter des vieux, hein, ceux qui ont plus de 50 ans. Là encore, quand on voit que des élèves ou des alumni s'attachent à ce qu'il y ait des très vieilles machines dans l'établissement, c'est un frein pour nous pour faire bouger les profs qui sont dedans. Donc moi, je n'ai pas besoin que vous veniez me dire qu'il faut garder la fonderie à tel ou tel endroit si elle a plus de 50 ans. J'ai besoin que vous veniez dire à mes profs qu'il faudrait changer, on va passer à autre chose. Et là, il y a un marché énorme pour l'établissement et il n'y a personne sur ce marché, personne. Et c'est ce qu'on cherche à faire.